juste avant l'antépénultième décennie du siècle dernier que le mystère des bateaux pour Madrid survint. Alors embarqué pour un armateur de la banlieue périphérique de Madrid, Robert Wanston subissait sans cesse les foudres de sa concurrence, l'impitoyable armateur du centre-ville de Madrid. Le principal technicien avait pourtant l'affection de Robert Wanston avec qui il partageait quelques titres en commun. Mais la guerre fratricide entre ces deux compagnies d'armateurs était trop ancienne. La compagnie du centre-ville avait plusieurs fois été la meilleure et ce même à l'échelle du continent européen. Alors confiant dans l'avancée de ses travaux, Robert Wanston espérait le même destin pour la banlieue. L'apparition émergente et prévisible de la concurrence des armateurs catalans devenait de plus en plus flagrante. Robert Wanston n'en prit pourtant pas connaissance avant qu'il eut affaire à des employés peu scrupuleux. Cette rivalité lui fit intrinsèquement penser à des rivalités ancestrales et intestines. L'arrivée inopportune d'un cartographe agronome lui permit de lui apporter une raison supplémentaire à ce qu'il envisageait. Son départ pour Barcelone semblant de plus en plus improbable, il en devint évidemment probable et même évident. N'ayant jamais manqué l'habitude de prendre qui que ce soit à contre-pied, il prit la décision d'y réfléchir plus tard. Sachant que la pression allait se sentir plus forte au sein même de la compagnie où il travaillait, Robert Wanston décida d'entrer en état de méditation transcendantale. En mettant son corps en état de veille et son appareil cérébral en état de rien, il se transporta un instant dans le corps d'un menuisier jurassien. Il comprit dès lors que la matière aussi fine et souple et solide et forte pouvait-elle être, elle n'en demeura pas moins figée à une surface. En retournant trop tôt dans son corps en Espagne, il risqua de perdre le concept qu'il venait d'élaborer dans le Jura, donc il décida de se saisir d'une hache, de bûches de bois et de les fendre. Cette émanation d'énergie en alliance avec la matière et la surface méritait selon lui d'être gravée dans le marbre et d'en vouer un culte. À chaque coup de hache contre le billot, la transe s'amplifiait et le doux bruit des bûches s'entrechoquant lui parut dans ses oreilles doux comme du miel. À son retour de cette décorporation transpyrénéenne et jurassique, Robert Wanston avait toujours envie de couper du bois. Mais quelle fut donc cette puissance occulte le poussant à exprimer la surface dans la matière? Nul ne pouvait le savoir à part Robert Wanston lui-même. Il tenta une nouvelle décorporation pour trouver le site de l'armateur catalan mais fut perdu dans une pharmacie dans le centre-ville de Madrid. Il réalisa que pour que la décorporation soit totale, le corps devait bel et bien être dissocié de l'esprit. À son réveil, alors que son esprit n'était pas dissocié de son corps, il pensa que l'état d'éveil était peut-être le moment où le corps était dissocié de l'esprit. Ce détail fit stimuler son état d'hyper-réactivité extra-intemporelle en élaborant la grande immensité incroyable des nombreuses tâches qui allaient alors l'attendre. Paradoxe s'ouvrait au cerveau brillantissime de Robert Wanston. En effet, le lobby du petit outillage s'étant emparé du marché des tournevis en fournissant exclusivement les armateurs situés en péninsule ibérique. Désormais la rivalité ancestrale entre les deux armateurs de Madrid prirent la forme du conflit dit des têtes platistes contre les cruciformistes. L'outil ne suffisait pas à faire substance et dans cette dualité, la futilité
gravité de ce conflit éclata aux yeux de Robert Wanston car, en effet pour lui la question ne se posait pas. La cause tête platiste lui parut comme une évidence puisqu'elle peut largement opérer aux tâches des cruciformistes alors que ce n'est pas réciproque. Apportons une petite précision. La substance est dense mais ne pense qu'en alternance quand se pense l'avance sur des vacances rances. Cela est aussi évident que de dire que le fourth c'est la surface et que le spack est sa matière, mais comme cela est vu et revu, on va pas revenir dessus. Puisque ce qui va sans dire va mieux en le disant, on peut aussi dire que ce qui va sans délire va de mal en pis en médisant, mais 10 ans sans délire c'est long. Ce point de détail semblait échapper à la cause tête platiste qui n'envisageait que l'uniformité de la matière transformable. Or il est évident que les cruciformistes, aussi pointus qu'ils sont, ne peuvent tenir le même genre de discours et sont encore moins aptes à la mise en pratique. Du haut de toute son intégrité morale et intellectuelle, Robert Wanston décida de ne pas prendre parti dans cette cause gagnée d'avance. En mettant en relation tous ces nouveaux éléments, Robert Wanston n'était pas plus avancé. Les armateurs, Madrid, le menuisier jurassien, la hache, le bois, Barcelone, tournevis à tête plate, tournevis cruciforme. Rien ne concordait. Dans sa volonté de rationaliser chaque élément, il retourna sa réflexion et en arriva à la même conclusion. Il n'était pas plus avancé. Avancé, mais pourquoi ? La course effrénée vers l'avant comme si cela était une constante universelle de l'ordre cosmique commençait à faire douter Robert Wanston. Non pas qu'il pensait qu'il demeure fixe mais à l'inverse, en mouvement dans un sens probablement incongru. Une impasse partisane se dessinait. En restant fidèle à son employeur qu'est l'armateur de la banlieue de Madrid, Robert Wanston nourrirait une frustration néfaste à la progression de sa carrière et à long terme, une détérioration de son fourth. Le Centre d'études théosophistes et astrolabologistes de l'Académie universitaire de Spagsberg prit connaissance de la non-avancée des travaux de Robert Wanston. Le sens que prirent ces activités ne pouvait se décrire de manière purement descriptive, l'avancée ne se produisant pas de manière rectiligne. Le président directeur général de la société d'armateurs en banlieue de Madrid décida de faire, en plus d'une lecture publique du compte-rendu du Centre d'études théosophistes et astrolabologistes de l'Académie universitaire de Spagsberg, d'entamer une campagne de dénigrement de l'armateur catalan en prenant appui sur les travaux de Robert Wanston. Tous restèrent pantois devant une telle incongruité non rectiligne. L'effet voulu par l'employeur de Robert Wanston ne prit pas la forme escomptée. Désireux d'en savoir plus, l'armateur catalan envoya un espion à Madrid afin de prendre des informations auprès de Robert Wanston. Ce dernier l'ayant vite démasqué, il décida de ramener l'espion à Barcelone mais en laissant néanmoins l'ensemble de ses notes à Madrid. L'armateur catalan, alors surpris de voir le cerveau le plus brillant de sa génération franchir le seuil de son atelier, il entama une cérémonie protocolaire dont lui seul connaissait le protocole. Robert Wanston ne comprit pas. Ayant une grande aversion pour les choses incompréhensibles, il se saisit alors de l'espion et décida de retourner à Madrid quand soudain, une décorporation
involontaire transporta son Furz dans le Spack du menuisier jurassien. La décorporation de Robert Wanston se produisit au pire des moments. Alors que la conduite automobile n'était pas son activité favorite, un autre Furz transitionnel prit possession du Spack de Robert Wanston dont le Furz coupait du bois dans le Jura à travers le Spack du menuisier. L'espion demeurant assis sur le côté passager de la voiture de Robert Wanston ne comprenait rien. Le Spack de Robert Wanston, alors possédé par un Furz transitionnel inconnu, se mit à parler dans une langue étrange qui ne ressemblait à rien de ce que l'espion avait pu entendre jusqu'ici. Le manque de volonté de Robert Wanston à revenir dans son corps d'origine était accentué par le fait qu'il prenait plaisir à couper du bois dans le Jura. Lorsque l'espion put enfin comprendre les propos de Robert Wanston, il se rendit compte de l'incongruité non rectiligne dont il venait d'être le témoin. Cette évidence poussa Robert Wanston à faire demi-tour et à ramener l'espion à Barcelone. De retour chez l'armateur, le président-directeur général décida de reprendre sa cérémonie protocolaire pour accueillir le brillantissime scientifique comme il se doit. Robert Wanston l'interrompit et lui demanda s'il y avait des exploitations sylvicoles dans les alentours de Barcelone. L'espion informa son patron de l'événement s'étant produit en voiture.